Bonjour. Alors voici la dernière vidéo pour les L3 sur le thème de l'extrême contemporain et de son rapport avec le passé et l'influence qu'a pu avoir le passé, la littérature passée sur la littérature plus contemporaine. Donc aujourd'hui, on va voir à gauche Micmac-Moche au boule-miche de Léo Mallet et à droite Baudelaire, Une martyre, un poème que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup si vous n'avez étudié Baudelaire qu'à l'école, enfin qu'au collège ou au lycée, parce que en général le problème c'est qu'on ne lit de Baudelaire que des poèmes, disons, soft, et c'est une façon bien limitée de lire Baudelaire qui peut offrir beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman à gauche? Eh bien, c'est un roman écrit par Léo Mallet, un auteur qui a complètement viré de bord. Au début, il était proche du surréalisme. Et peu à peu, toujours proche du surréalisme, il a cessé d'écrire des choses de type surréaliste pour écrire du roman noir à la française, une série qui a eu beaucoup de succès et qu'il a intitulée Les Nouveaux Mystères de Paris. Donc là, le volume que vous avez en face de vous, c'est Micmac Moche au boule-miche, avec des petits jeux de mots en M et moche, M hoche, voilà. Et vous voyez qu'il s'agit donc du volume qui concerne le 5e arrondissement de Paris. L'illustration est de Tardy. Vous avez au premier plan le détective, à l'arrière une évocation rapide des différents personnages, dont la femme fatale brandissant un revolver et le flic engoncé dans son chapeau, et en arrière-plan le Panthéon, vraiment le 5e arrondissement. Ce roman donc fait partie d'une série, je vous ai dit, Mystère de Paris. Donc j'en viens à mes questions. Alors il y a encore deux questions, en ce sens qu'il y en aura 21 pour, au cas où vous en ayez loupé une. Ça fait question subsidiaire, hein. Mais bon, si vous répondez aux 21, vous n'aurez que 20, hein. Voilà. Alors du coup, donc c'est la question joker en quelque sorte. Alors la question c'est pas difficile, hein. Quel auteur a publié bien avant Léo Mallet un texte qui évoque les mystères de Paris, et pouvez-vous décrire brièvement cette œuvre? Alors, quand je vous demande de décrire brièvement, c'est vraiment en trois lignes, hein, de dire de quoi il s'agit, à quelle époque, quel est son style, dans quelle perspective s'inscrit cette œuvre, un aperçu, vous voyez, juste un aperçu. Et ma deuxième question, c'est quel auteur a publié cette fois après Léo Mallet une série qui, elle aussi, met en jeu Paris et ses mystères? Et là aussi, vous me décrivez très rapidement et très brièvement le style de cet auteur, le domaine dans lequel il s'inscrit et le but, en quelque sorte, la perspective, disons, de cet écrit. Voilà, alors j'en reviens, voilà les deux questions. Alors j'en reviens à mon Micmac Moche au boule-miche, un texte contemporain, enfin qui date plutôt, bon là on n'est pas tout à fait dans l'extrême contemporain, c'est plutôt, disons, le XXe siècle, et d'ailleurs, bon, assez tôt, hein, dans le XXe siècle, les années 30, les années 40, 50, où à l'époque, évidemment, le 5e arrondissement n'est absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est au contraire un lieu dangereux, un véritable coupe-gorge, où vous vous faites trancher la gorge à chaque coin de rue. La place de la Contrescarpe est une horreur où des pauvres étudiants louent des chambres misérables. Le quartier Mouffetard, c'est vraiment lamentable, c'est vraiment un quartier, comment dire, pourri. Enfin, vous voyez, c'est assez toujours intéressant de voir cette différence très rapide. Là aussi, il y a un roman, un autre de Léo Mallet, c'est Boulevard Haussmann, je crois. Alors Haussmann, hein, vous voyez la plaisanterie, dans lequel Léo Mallet évoque la température qu'il fait à Paris. Ils ont très chaud, lui et sa secrétaire qui s'appelle Hélène, la belle Hélène, hein, ils ont très très chaud et il fait 28 degrés. C'est intéressant quand même, hein, par rapport à la question du réchauffement, etc. Voilà, alors je reviens maintenant au Micmac Bosch. De quoi s'agit-il? Léo Mallet, le détective de choc, reçoit la visite d'une certaine Jacqueline qui vit dans un hôtel du coin et qui fait des études de comédienne. Et son copain, son fiancé, s'est soi-disant suicidé. Elle est sûre qu'il ne s'est pas suicidé et elle charge Léo Mallet de l'enquête. Alors, le truc, c'est que Léo Mallet se dit, oh là là, il voit bien que cette fille est très fragile et tout, il le fait presque par pitié pour elle, parce qu'il est lui aussi persuadé que cette fille, que ce garçon s'est suicidé.
Et en fait, oui, le garçon s'est bel et bien suicidé, on le saura à la fin. Alors là, je spoil, hein, mais ça n'a aucune importance. Vous êtes des spécialistes de littérature, donc vous étudiez la narration et on s'en fiche absolument de spoiler. C'est pas ça qui nous intéresse dans la littérature. C'est pas le secret, la fiction, le secret de la fiction, ça, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est la structure des œuvres et la façon dont elles fonctionnent les unes par rapport aux autres, en l'occurrence ici, entre un poète du 19e siècle et un écrivain noir, enfin, comment dire, un écrivain de romans policiers noirs du 20e. Donc, alors, du coup, je spoil. Évidemment, c'est pourquoi Paul s'est suicidé, Paul Le Verrier, le mec en question. Non pas parce qu'il avait perdu sa mère 3 ans auparavant, mais parce que son père a assassiné sa mère et qui ne peut plus le supporter malgré son amour pour la dite Jacqueline, qui est sa fiancée. Donc toute l'histoire, ça va être bon. Il va y avoir ensuite bon, toute une histoire qui se passe dans le quartier avec des descriptions extrêmement précises des lieux. Et le poème qui va servir de ressort, c'est Une martyre. Donc on découvre que Paul avait un livre qu'il aimait beaucoup, ce livre de Baudelaire, Les fleurs du mal, et il pleurait quand il lisait ce poème. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est comment on peut découvrir, en lisant Léo Mallet, un poème qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais étudié, qu'on ne connaît pas, et c'est un aspect qu'on ne connaît pas du tout de Baudelaire. Alors, du coup, je vais vous lire le début du poème. Là, c'est dans une vieille édition, avec un dessin, vous voyez, le style du dessin, comment dire, on a vraiment là une sorte de représentation très frappante, hein, finalement, de ce qui se passe dans le poème. Alors, en gros, pour en finir avec Paul Le Verrier en question, sa mère a piqué avec une épingle un certain nombre de lettres dans ce poème Une martyre afin de dénoncer l'assassinat dont elle est victime, puisque le poison commence à faire son effet, c'est un empoisonnement lent, et elle comprend que il y a un moment, elle comprend qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre à cause de ce poison, que c'est trop tard, disons, pour faire quelque chose contre ce poison. Et du coup, bon, ben, elle dénonce en quelque sorte son mari par le biais de ce poème sur lequel son fils tombe, vu qu'il est l'héritier du petit bouquin de Baudelaire, de la vieille édition, etc. de Baudelaire. C'est pour ça que je vous ai mis une vieille édition, hein, pour commencer. Et que, en fin de compte, bon, ben voilà, les lettres révèlent le meurtre. Donc c'est normal que Paul Le Verrier pleure en lisant cela. C'est un garçon fragile, inquiet, angoissé. L'idée que son père soit un assassin, il ne peut pas la supporter. Et du coup, effectivement, pour de vrai, il se suicide. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, et c'est l'enjeu de toute ma problématique ancien-moderne, disons ancien extrême contemporain, même si là je triche un peu, c'est pas vraiment de l'extrême contemporain, c'est ce rapport, cette façon d'intégrer dans des œuvres qui sont pas du tout du même registre. Enfin, vous voyez, c'est pas le même genre. C'est exactement la même chose que pour Pullman avec Milton. Milton, c'est un poème anglais du XVIIe et Pullman, c'est un romancier de la fin du XXe. Vous voyez, c'est complètement différent. Là, pareil, on a un romancier des années 30-50 qui écrit des romans noirs, c'est-à-dire qu'il est dans les genres policiers, imaginaires, etc., pas les genres nobles, hein, comme la poésie. Et à droite, une belle édition des Fleurs du Mal, avec une image, hein, vous voyez, c'est pas rien, enfin une belle gravure, magnifique, dans un style très Gustave Moreau, vous voyez, très décadent. Et vous voyez, on dirait aussi, je sais pas, Knopf, je sais pas si vous connaissez Knopf, qui fait aussi comme ça des personnages aux yeux vides. C'est très post-pré-raphaélite, hein. Vous voyez les pré-raphaélites, cette espèce de femmes rousses au regard bleu tellement délavé qu'on dirait qu'elles n'ont plus d'iris, enfin, vous voyez, des yeux qui voient un autre monde en quelque sorte, et représentés souvent dans des situations un peu de mort sinistre. Alors, soit Perséphone dans les enfers, soit Ophélie au fil de l'eau, noyée au milieu des fleurs et des décors. Enfin, vous voyez des situations des femmes un peu morbides, hein, comme ça, qui m'ont toujours fait penser à quelque chose d'absurde, et vous ne retrouvez certainement jamais la référence. C'était dans Vogue. Il y a eu
un reportage sur le moment où Vanessa Paradis s'était cassé la jambe. Et à l'époque, elle était extrêmement maigre, elle était d'une fragilité physique extrême, très, très anorexique. Et Vogue avait fait ces reportages dans le journal à Le Secret, vous voyez, un peu trash, un peu biscornu, mettant en jeu une certaine forme d'audace et de violence. Et donc, on voyait Vanessa Paradis en costume d'hôpital, maigre comme un clou, avec comment dire, des corps qui saillaient de partout, des coudes, des épaules, des salières, un visage amaigri, avec ses béquilles et tout son matériel médical autour. Bon, ça m'a toujours fait penser à ça, mais c'est très personnel. Et je vais donc revenir à une martyre. Alors, je vous lis donc le début de ce poème que moi-même j'ai découvert en lisant Micmac au Boulmiche, vu que j'avais eu sur Baudelaire, disons, une éducation classique. On m'avait fait lire Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. La nature est un temple où de vivants piliers, gna 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 gna. Qu'est-ce qu'on lisait encore? Vous voyez, on lisait des poèmes, on lisait pas les histoires de lesbiennes, on lisait pas des poèmes atroces avec des martyrs à la tête coupée. Il y avait un côté, j'ai envie de dire, soft, hein, vous voyez, un Baudelaire. Alors ça, c'est toujours très intéressant. C'est pour ça que j'ai dans le collimateur, vous l'avez bien constaté, cette espèce de façon de faire que moi j'appelle Lagarde et Michard. Je sais que vous n'avez plus eu ces manuels, mais vous avez toujours eu des manuels avec des extraits. La mode de l'extrait choisi par qui, pourquoi, choisi par quel pédagogue hegelien, choisi par quel homme sexiste ou femmes sexistes, voilà, choisies par quelle personne conventionnelle, choisies par quelqu'un qui, ivre de pouvoir, veut imposer ses vues à toute la France et faire que tout le monde étudie les mêmes textes, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de très, très, très angoissant. Heureusement, à la fac, on s'en délivre encore qu'ils ont inventé une UE, texte fondateur, qui est une horreur. Fondateur de quoi? Du patriarcat pourri. Vous avez Gilgamesh, le violeur, vous avez dû étudier ça, hein, en première année. Alors, on a quoi? On a Salomé, la salope coupeuse de tête. Donc, on étudie ça. Donc, la femme est une salope qui coupe les têtes. OK, on a compris. Quant à Gilgamesh, c'est un violeur. Quant à Enkidu, c'est un type bien. Et naturellement, il se fait sacrifier par Gilgamesh, hein. Ça, c'est l'épopée de Gilgamesh, que donc c'est les textes fondateurs inventés par les instructions officielles et qu'on vous ressasse en première année, encore en fac, hélas. Alors bon, trêve de cette sortie contre les instructions officielles, mais je trouve que c'est effectivement un drame absolu parce que enfin, c'est toujours le problème de l'historiographie qui est un crime d'auteur inconnu. Qui a choisi ce texte? Qui a fait qu'on ne lit pas une martyre, dessin d'un maître inconnu? Qui a fait qu'on a telle vision de tel ou tel homme blanc, mort de l'époque, considéré comme le parangon? Qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière tout ça? Et comment ça se fait que la personne qui a choisi n'assume pas ses choix, que les choix sont posés comme si c'était transparent? Vous avez déjà réfléchi à ça, l'historiographie, un crime impuni? C'est très frappant, quoi. Le fait de faire des manuels avec des extraits, c'est effarant quand on y pense comme démarche. Alors du coup, on va découvrir un poème qui n'a rien à voir avec le Baudelaire que vous connaissez habituellement et que je vais brièvement analyser dans cette vidéo et dans la suivante parce que le poème est très long pour vous mettre la suite du poème. Donc voilà, une martyre, dessin d'un maître inconnu. Alors, dessin d'un maître inconnu, ça c'est le prétexte, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement sadique et étrange que le poème va révéler. Et donc, dessin d'un maître inconnu, ça sert un peu de filtre, un peu comme si Baudelaire avait vraiment vu une gravure représentant cela, comme s'il avait vu la gravure qui est à droite, hein. Vous voyez, c'est un peu donc un filtre en quelque sorte. Au milieu des flacons, des étoffes lamées et des meubles voluptueux, des marbres, des tableaux, des robes parfumées qui traînent à plis somptueux, dans une chambre tiède où, comme en une serre, l'air est dangereux et fatal, où des bouquets mourants dans leur cercueil de verre exhalent leur soupir final. Vous voyez, donc tout ça, c'est la présentation, décor, comme si une caméra se promenait pour présenter le décor. Et là, on arrive au sujet focalisé, un cadavre sans tête et penche comme un fleuve sur l'oreiller désaltéré, vous voyez l'oreiller qui a bu, hein, un sang rouge et vivant dont la toile s'abreuve avec l'avidité d'un pré. Très, très frappant ce quatrain avec ce rouge de la mort et ce vert du pré. Vous voyez le contraste rouge et vert, qui est d'ailleurs un contraste de couleurs complémentaires, hein, il faut bien voir. Donc quelque chose qui d'un seul coup est une vision extrêmement forte.
Semblable aux visions pâles qu'enfante l'ombre. Là, je suis obligée de faire une diérèse ou une synérèse. Non, c'est une diérèse, je ne jamais. Ouais, non, synérèse, c'est quand on dit vision, et si on dit vision, c'est l'autre. Peu importe. Semblable aux visions pâles qu'enfante l'ombre et qui nous enchaîne les yeux, la tête avec l'amas de sa crinière sombre et de ses bijoux précieux. Et bien voilà, la suite au prochain numéro. Voilà, voilà. Donc, je vous dis la suite dans la dernière, ultime vidéo. Il n'y aura pas de questions. Voilà, à tout de suite.